Cet après-midi, à l'occasion des 200 ans de la disparition du peintre Théodore Géricault, je vous raconte une scène d'horreur en pleine mer, figée à jamais sur la toile d'un peintre français, devenue la plus célèbre de ses peintures, ou la véritable histoire du naufrage de la Méduse qui a inspiré le tableau de Géricault. Pourquoi cette œuvre a-t-elle marqué les esprits ? Dans quelles circonstances a eu lieu le naufrage dépeint par Géricault ? Quelles ont été les conséquences du naufrage de la Méduse dans la France de la Restauration ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes à Paris à la fin de l'été 1939. Alors que la Seconde Guerre mondiale vient de commencer, un curieux manège commence, lui, sur les quais de la Seine, du côté du Louvre. Entre les derniers jours du mois d'août et le milieu de l'automne, ce sont en tout 37 convois qui partent du plus grand musée du monde pour des destinations que seuls les chauffeurs et quelques hauts fonctionnaires triés sur le volet connaissent. Et pour cause, derrière les bâches, c'est un véritable trésor qui doit être mis à l'abri des bombes et de l'ennemi allemand, ou plutôt des trésors. Les œuvres, pas toutes bien entendu, mais les plus emblématiques comme la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace ou la Joconde, qui part la première le 28 août. Quelques jours plus tard, c'est une autre peinture fameuse qui part pour le château de Chambord, le radeau de la Méduse. Quand elle quitte Paris pour Chambord, l'œuvre de Théodore Géricault, vieille de 120 ans, est la peinture la plus célèbre de son auteur. Au-delà de ses dimensions hors du commun, près de 5 mètres sur 7, si on arrondit, l'œuvre est surtout frappante par la brutalité de son sujet. Ce que Géricault montre, c'est l'espoir fou des quelques survivants qu'on voit agiter un drapeau pour attirer l'attention enfin d'un navire qu'on voit au loin, mais surtout la saisissante image d'un désastre, d'un véritable charnier marin. Sa toile peinte entre 1818 et 1819 déborde littéralement de cadavres plus grands que nature, des dépouilles à la pâleur terrifiante, les lèvres retroussées dans un dernier rictus et les membres crispés, saisis dans leur dernier sursaut et leur dernier soupir. Le réalisme de Géricault ne doit rien au hasard. Pendant des semaines, l'artiste s'est rendu tous les jours ou presque à la morgue de l'hôpital Beaujon à Paris. C'est là, dans les salles d'anatomie, que l'artiste a étudié patiemment l'effet de mort et la décomposition des corps humains. C'est là qu'il a puisé l'inspiration qui lui a permis de rendre cette lividité effrayante d'un tableau qui marque les esprits des visiteurs du salon de 1819 et qui les marque d'autant plus que les naufragés que peint Géricault ne sont pas n'importe quels naufragés. Les survivants de la Méduse, ce sont les derniers matelots d'une frégate perdue 3 ans plus tôt dans des conditions qui ont provoqué l'un des plus beaux scandales du règne de Louis XVIII. Oui, pour comprendre pourquoi l'une des plus belles frégates de la marine française a laissé son nom au fameux radeau peint par Géricault, il faut revenir au début de la Restauration. Le retour de Louis XVIII ne marque pas seulement celui de la monarchie. La période se caractérise aussi par le retour en France d'une bonne partie des aristocrates qui s'étaient exilés dans les premiers temps de la Révolution 25 ans plus tôt. Pour beaucoup, c'est l'occasion de faire table rase du passé. Et comme à chaque changement de régime, d'autres en payent les pots cassés. Suspects d'avoir un peu trop servi l'Empire, beaucoup d'anciens bonapartistes sont remplacés par des aristocrates de retour d'exil. C'est dans leur rang que figure un certain Hugues du roi de Chaumareix, un ancien officier de marine rentré en 1802 qui profite d'un décret de 1815 pour retrouver la royale avec le grade de capitaine de frégate et la pension qui va avec. Mais en 1815 et à 53 ans, cela fait un bon quart de siècle que Chaumareix n'a pas mis les pieds sur un bateau. Ça pourrait n'être qu'un défaut qui se rattrape en travaillant et en s'entourant d'officiers compétents, mais de l'avis même de ses contemporains, Chaumareix cumule bien des travers. C'est un homme cassant, arrogant, rancunier et malheureusement doué d'une très haute estime de lui-même alors qu'il sait à peine lire une carte marine. Celui qui n'est même plus un marin d'eau douce retrouve pourtant un commandement, et pas n'importe lequel, quand on débarque au sens propre le capitaine de la frégate La Méduse pour la lui confier. Une frégate avec ses 47 mètres de long, ses 46 canons en temps de guerre, il n'y en avait que 12 lors de ce voyage, et les 400 âmes qui peuvent tenir à bord.
La Méduse est l'un des plus beaux navires de la flotte française, l'un des plus récents aussi, puisqu'en 1815, elle n'est sortie des bassins que depuis 5 ans à peine. Sur le papier, la mission confiée à Chaumareix ne semble pas particulièrement délicate, en tout cas pas plus que la moyenne, à une époque où la moindre expédition navale présente sa part de risque. Lancée au mois de juin 1816, l'opération consiste à quitter l'île d'Aix pour cingler vers les côtes d'Afrique de l'Ouest, où la France vient de récupérer ses comptoirs commerciaux occupés par les Anglais au Sénégal. Ce n'est évidemment pas une sortie anodine, mais la route de la Méduse passe par des eaux bien connues. L'expédition est d'ailleurs lancée sans encombre, d'autant que la Méduse ne part pas seule. 3 autres voiliers de moindre tonnage l'accompagnent, l'Écho, l'Argus et la Loire. 4 navires, c'est beaucoup certes, mais la marine a besoin de place pour acheminer, dans ce qu'on appelle alors la division du Sénégal, une grande quantité d'hommes, de vivres et de matériel. Il y a là des fonctionnaires, des colons et des scientifiques et de nombreux vétérans de l'Empire, des soldats qui n'ont pas été sélectionnés par hasard. En les expédiant en Afrique, il s'agit surtout d'éloigner des troupes dont la loyauté n'est pas assurée. Louis XVIII a manifestement gardé l'épisode du retour de Napoléon et la période des 100 jours en travers de la gorge. À bord de la Méduse se trouvent même d'anciens bagnards graciés à la seule condition qu'ils aillent peupler les comptoirs de la France au Sénégal. Sur le bateau, c'est toute la complexité de la société française de la Restauration qu'on retrouve entassée. Un étrange mélange d'aventuriers en tout genre, de colons, de marchands, de bonapartistes ou de républicains et d'officiers monarchistes. Chaumareix, malheureusement, ne tarde pas à révéler son caractère en commençant par tout faire pour distancer des 3 navires censés l'escorter, pour une raison qui tient sans doute de la fierté mal placée et de l'envie de prouver quelque chose en arrivant le premier. Pour accentuer son avance, la Méduse longe les côtes de Mauritanie au plus près, sans que Chaumareix n'écoute jamais vraiment les officiers qui le supplient presque de ne pas prendre autant de risques. Alors qu'il sait à peine faire le point, Chaumareix refuse d'écouter ceux qui lui disent qu'il se trompe dans ses calculs. Le 1er juillet 1816, il croit reconnaître le cap Blanc au nord-ouest de la Mauritanie, alors que celui-ci est encore à 30 kilomètres. Persuadé d'être plus au sud qu'il ne l'est, Chaumareix pense avoir dépassé le banc d'Arguin, des hauts fonds pourtant bien cartographiés et dont on connaît les dangers. Au matin du 2 juillet, les plus expérimentés des marins signalent des signes inquiétants. Du bleu, la mer vire au gris vert. Sa température augmente brusquement. Des traînées d'algues flottent à la surface et des nuées d'oiseaux survolent la Méduse. Autant de signes que le bateau approche de la côte. Mais Chaumareix s'obstine et interdit même à son équipage de sonder pour ne pas perdre de temps. À 15h15, ce jour-là, la frégate jette à pleine vitesse ses 1500 tonnes sur un haut fond sableux, endommageant sa quille au passage. Dans les heures qui suivent l'erreur de navigation de son capitaine, l'équipage de la Méduse peut encore espérer s'en sortir à peu de frais. Mais la frégate est comme figée sur son banc de sable, et ni le vent ni les marées ne parviennent à la libérer. L'espoir disparaît d'autant plus vite que les charpentiers prennent petit à petit la mesure des dégâts. La situation est désespérée et face à la sinistre évidence, les craintes de l'équipage et des passagers tournent vite à l'angoisse et au désordre. La chaleur et la promiscuité n'arrangent rien, l'indiscipline non plus. À peine tenu par des officiers qui viennent de faire la preuve de leur incompétence, l'équipage s'enivre avec d'autant moins de scrupules que l'exemple vient malheureusement d'en haut. Mortifié peut-être d'avoir saboté son bâtiment de manière aussi navrante, le capitaine Chaumareix ne dessoude pour ainsi dire pas. 2 jours ont passé, et le 4 juillet, une tempête brise ce qui restait de la quille sans libérer la coque pour autant. Cette fois, la Méduse est perdue, et son état-major décide d'abandonner le navire. Mais comme sur tous les navires de l'époque, les chaloupes manquent pour embarquer tous les membres, on en compte à peine 4 en état de naviguer. Dans le secret du carré des officiers, une liste est dressée pour identifier ceux qui auront le droit de monter à bord. Les autres seront laissés à la grâce de Dieu, ou presque. Dans l'urgence, l'équipage bricole à la hâte un vaste radeau à partir d'un mât, de la hune et de quelques planches. Un radeau qui sera attaché aux chaloupes. Le 5 juillet, il est mis à l'eau pour transborder une vingtaine de marins, une dizaine de civils et plus de 120 militaires. Sous le poids de ces 157 infortunés, le radeau ne flotte pas vraiment, mais affleure entre 2 eaux, à 50 bons centimètres sous la surface. Chaque passager est plongé dans l'eau salée jusqu'aux hanches. 17 hommes refusent de monter à bord et préfèrent jouer leur va-tout sur ce qui reste de la Méduse.
Le reste de l'équipage et des passagers embarquent sur les 4 chaloupes, toujours commandées par Chaumaré, reliées entre elles et amarrées donc au radeau, à la remorque. Le but est logiquement de rallier la terre ferme, pas si lointaine d'ailleurs, mais le vent se lève et perturbe la progression des chaloupes, freinées par le poids du radeau. Quelques heures plus tard, le problème se règle de lui-même. Lorsque le filin qui les relie s'amollit brutalement, le radeau se retrouve seul au large, sans qu'on sache bien si le filin s'est dénoué tout seul ou si quelqu'un l'a tranché. Pour les 157 âmes à bord, cela ne change pas grand-chose. La situation était déjà grave, elle se fait désespérer. L'aspirant Coudin peut bien faire dresser une voile de fortune, l'aide chirurgien Savigny peut bien distribuer ce qui reste de biscuits, sans gouvernail et sans carte. Le radeau entame une dérive lente et mortelle sous un ciel de plomb. Une dérive qui vire à l'enfer sur mer dès la première nuit. Beaucoup d'hommes tombent à l'eau ou s'y jettent par désespoir, les jambes parfois brisées par le mouvement des planches mal jointes qui font office de plancher. À bord, la division règne entre les 2 groupes qui se sont formés, celui des officiers et des fonctionnaires qui ont gardé leurs armes et qui tiennent la partie la moins enfoncée du radeau, au centre, et celui des soldats repoussés sur les bords, désarmés mais menaçants. Commence alors un interminable supplice sur un radeau que ses passagers surnomment vite la machine, une machine à broyer l'espoir, à détruire les corps et à griller ce qui reste au soleil. La faim ronge les âmes les plus civilisées. Sur le radeau de la Méduse, on se tue pour un biscuit, pour un gobelet de vin, pour une semelle de cuir qu'on mâchonne pendant des heures. Tout est saumâtre et trempé. La soif et le sel grignotent la volonté, le courage et le bon sens, dans les puanteurs qu'on imagine à bord d'un radeau où chacun se soulage comme il peut. La nuit, les rescapés s'attachent par grappes au centre du radeau, par peur d'être emportés par les vagues. Le jour, ils tentent d'attraper des poissons avec les moyens du bord, dans une promiscuité poisseuse, où chacun surveille chacun. Écorchés vifs par les échardes et par l'eau salée dans laquelle ils pataugent, bien des survivants perdent l'esprit. Un jour, ou plutôt une nuit, quelques marins décident de se saouler à mort avant d'attaquer le radeau à la hache. Au lendemain de la bagarre générale qui s'engage, il ne reste plus que 64 hommes à bord. Le 12 juillet, ils ne sont plus que 30 hommes. 30 hommes dont la faim creuse le ventre et les yeux. Alors on se livre à l'impensable, le cannibalisme de survie. C'est Jean-Baptiste Henri Savigny, le chirurgien du bord, qui procède à la découpe des corps réduits en fines lamelles de chair qu'on fait sécher au soleil pour en supporter le goût. Après 10 jours de mer et malgré ce régime odieux, on ne compte très vite plus qu'une quinzaine de survivants, d'autant plus désespérés que même la viande humaine vient à manquer, gâtée par le soleil et par les vers. Il ne reste plus qu'à recommander son âme à Dieu ou à compter sur un improbable miracle. Et le miracle se produit. Alors que les derniers rescapés n'attendent plus que la délivrance de la mort, un cri retentit au matin du 13e jour quand un survivant aperçoit les voiles de l'Argus, l'un des navires qui composait l'escorte de la Méduse. La rencontre est un pur hasard d'ailleurs. Le brick ne cherchait pas les passagers mais la Méduse elle-même. Sauvé des eaux, le capitaine Chaumaré l'avait envoyé récupérer 92 000 francs en pièces d'or et d'argent, stockés dans des barils restés à bord. C'est cette rencontre que le peintre Théodore Géricault a choisi de représenter sur son célèbre tableau. Au milieu des cadavres à demi nus qui encombrent le radeau, quelques marins tendent les bras vers l'horizon où se distingue à peine la voile d'un navire. Sur les 15 hommes récupérés, 5 encore meurent d'épuisement. Restent 10 survivants, plus 3 sur les 17 hommes qui avaient choisi de rester sur l'épave de la Méduse, et c'est grâce à 2 d'entre eux, et sans le vouloir, que le scandale va éclater. Le chirurgien Jean-Baptiste Henri Savigny a envoyé son rapport, désastreux comme vous pouvez l'imaginer, au ministère de la Marine. Comme un radeau mal consolidé, le texte a fuité et le compte-rendu des événements est publié le 13 septembre 1816 dans le journal des débats. Le texte met d'autant plus le feu aux poudres qu'un autre rescapé, l'ingénieur géographe Corréard, publie l'année suivante un récit complet du naufrage. Si les 2 témoignages varient sur certains détails et si les 2 auteurs passent certains faits sous silence, ils dénoncent tous de l'attitude irresponsable, lâche et contraire à l'honneur du capitaine Duroy de Chaumaré. Les 142 morts de la Méduse et la violence de leurs témoignages font le reste, comme avec ce passage du texte de Savigny que je vous lis. L'eau de la mer avait enlevé l'épiderme de nos extrémités inférieures. Nous étions couverts de contusions,
ou de blessures qui nous arrachaient à chaque instant des cris effroyables. Jusque dans les bras du sommeil, nous invoquions la mort à grands cris. Une soif ardente nous dévorait. Elle fut telle que nos lèvres desséchées s'abreuvaient avec avidité de l'urine qu'on faisait refroidir dans de petits vases. Le scandale est tel que Louis XVIII ne peut plus l'ignorer, d'autant qu'il est personnellement responsable de la nomination de Chaumareix. Le procès qui s'ouvre ensuite devant le Conseil de guerre est donc un peu plus que celui d'un naufrage. Dans une France encore divisée, l'affaire ne se limite pas au sort d'un capitaine qui risque sa tête. En filigrane, les bonapartistes et les républicains posent aussi la question de la compétence du régime monarchique et de la prime à l'aristocratie. Certains laissent entendre que le fait que des catastrophes de ce genre se produisent semble inévitable lorsqu'on désigne à des postes majeurs des incapables qui n'ont pour eux qu'une particule. Du côté des royalistes, les autorités défendent d'abord l'idée que l'épouvantable récit des survivants est une exagération littéraire liée au romantisme naissant, avant de faire peser la responsabilité du drame sur les épaules du seul Chaumareix. Celui-ci sauve sa tête, mais c'est à peu près tout ce qu'il parvient à sauver. Les charges d'abandon volontaire de navires et d'entorse à l'honneur ne sont pas retenues, mais Chaumareix n'en est pas moins condamné pour, je cite, son impéritie. On dirait aujourd'hui pour son incompétence. Chassé de la marine, dégradé en public, privé de ses titres et pensions, le capitaine de la Méduse est condamné à 3 années de prison. Il finira tristement sa vie dans un château de famille qu'il n'a même plus les moyens d'entretenir. Lorsqu'il découvre les témoignages de Coréard et Savigny, Théodore Géricault, lui, n'a que 26 ans et cherche un sujet à la fois épique et moderne, loin des figures imposées de l'histoire de la Bible ou de la mythologie. Très vite, le peintre comprend qu'il tient son sujet. Il lui reste à se documenter, ce qu'il fait presque comme un reporter. Le jeune artiste visite la morgue pour s'imprégner de ce qui fait la couleur et la texture de la mort, mais il rencontre aussi les rescapés et il parvient à convaincre Savigny et Coréard de poser pour lui. Coréard au centre est celui qui pointe la voile de l'Argus de la main gauche. Savigny plus bas se distingue par son visage livide dans la lumière rasante de la scène que dessine l'artiste qui se replie pendant des semaines dans son atelier. Ce n'est pas la seule figure connue du tableau. Sur le radeau, on peut aussi distinguer l'un des meilleurs amis de Géricault, Eugène Delacroix, le futur auteur de La liberté guidant le peuple. Si Géricault peint ce moment plutôt qu'un autre, ce n'est pas par caprice. Peindre d'autres scènes de cannibalisme notamment lui aurait fermé les portes du salon, le grand événement de la saison artistique au XIXe siècle. Et Géricault veut en être. Il veut aussi marquer les esprits, ce qui passe par le choix d'un format monumental et par une représentation des corps qui emprunte à l'art classique et au dessin de Michel-Ange en particulier. Mais par sa peinture, Géricault ne fait pas de l'art pour l'art. Le choix de son sujet ne doit rien au hasard. En août 1819, lorsque Géricault expose son œuvre au salon, tout semble fait pour calmer les esprits, à commencer par le titre de la toile pudiquement baptisée « Scène de naufrage ». Le nom de la Méduse n'est pas évoqué, mais chacun sait bien sûr de quoi il est question, à commencer par Louis XVIII qui lui fait ce compliment. « Monsieur, vous venez de faire là un naufrage qui n'en est pas un pour son auteur. » Décrié par certains, le tableau emporte pourtant les suffrages jusque dans la presse conservatrice qui lui reconnaît le don d'attirer le regard et de frapper les esprits. Ce que Louis XVIII ne voit peut-être pas, c'est l'ensemble des détails que Géricault a glissés dans son œuvre, des détails qui en disent long sur ses convictions. Certains sont plus visibles que d'autres. Le choix de faire poser les 2 principaux accusateurs de Chaumareix, Coréard et Savigny, peut être lu comme une critique à peine voilée de la monarchie. La perte de la Méduse n'est pas seulement un drame comme il en arrive en mer, semble dire Géricault. C'est un drame qui ne doit rien au hasard, affirme le peintre, mais une tragédie qui s'explique par une chaîne de décisions qui conduit au sommet de l'État. Derrière la peinture saisissante d'une catastrophe, le radeau de la Méduse est aussi un vivant reproche, une accusation lancée au visage du roi et des anciens émigrés. Le naufrage de la frégate est un désastre politique et sa toile est donc une œuvre politique. D'autres signes sont plus subtils encore. Sur son immense tableau, Géricault a choisi de peindre 3 hommes noirs. C'est même l'un d'entre eux qui se tient au sommet de la pyramide des naufragés pour alerter le navire en agitant un linge. Géricault sait pourtant qu'il n'y avait qu'un seul marin de couleur à bord. Son choix n'est pas anodin. En faisant d'un homme noir un héros, un obstiné capable de trouver les ressources pour attirer l'attention du navire de secours, Géricault s'engage en abolitionniste convaincu dans le débat sur l'esclavage
éteint par la Révolution, ranimé sous l'Empire et toujours pratiqué sous la Restauration. Reconnu, l'œuvre de Géricault lui permet de s'imposer à 28 ans comme le chef de file de l'école romantique. Mais hélas, épuisé par une existence qu'il brûle par les deux bouts, le malheureux peintre en profitera peu, fauché par un accident de cheval qui précipite sa fin le 26 janvier 1824, il y a 200 ans jour pour jour. S'il disparaît à 32 ans, Théodore Géricault nous laisse la mémoire d'un drame à la fois masqué et sublimé par le génie d'une des toiles, qui reste aujourd'hui l'une des plus célèbres au monde. Europe 1, historiquement vôtre. Jacques-Olivier Boudon, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Le naufrage de la Méduse est, je l'ai raconté, dû à une succession de mauvaises décisions attribuées au commandant de l'escadre du Sénégal, Hugues du Roi de Chaumareix. Revenons sur son profil. Pourquoi a-t-il été choisi alors que, visiblement, il avait perdu la main et quel est son parcours ? Alors, Hugues du Roi de Chaumareix est, comme vous l'avez rappelé, un officier d'Ancien Régime qui a participé notamment à la guerre d'indépendance américaine, qui n'avait pas véritablement commandé de navire. Il était lieutenant de vaisseau avant la Révolution et il profite d'une mesure qui a été décidée par la Restauration qui va réintégrer à peu près 500 à 600 officiers de marine qui avaient servi sous l'Ancien Régime et qui n'avaient pas servi depuis la Révolution. Donc il n'est pas le seul, il fait partie d'un groupe beaucoup plus important. Lui avait émigré, mais il est rentré dès 1802 et il fait partie de ces notables royalistes qui se sont ralliés à Napoléon sans grand enthousiasme et qui, dès que Louis XVIII arrive, offrent leur service et donc il est réintégré dans la marine. Il est réintégré comme capitaine de frégate et il fait savoir que si il avait poursuivi sa carrière, il serait au moins capitaine de vaisseau. Louis XVIII lui fait répondre que sans doute, peut-être, il serait mort à Trafalgar entre-temps. Jacques-Olivier Boudon, le 2 juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue sur un banc de sable au large de l'actuelle Mauritanie. Vous racontez ce drame humain dans Les naufragés de la Méduse paru aux éditions Talendier. À bord, il y a 400 personnes, mais les chaloupes ne peuvent en accueillir que 250. On va donc construire un radeau pour les 150 naufragés restants, radeau qui sera attaché aux chaloupes. Sauf que le lien est rompu. Est-ce que, selon vous, c'est le fruit d'un hasard malheureux ou quelqu'un a donné l'ordre de couper le lien ? Alors, d'après les témoins, c'est-à-dire que Savigny, Coréard notamment, qui ont écrit ce livre sur le naufrage de la Méduse, c'est le commandant Schmaltz, c'est-à-dire celui qui devait devenir gouverneur du Sénégal, qui, voyant que le radeau allait ralentir la marche des canots, aurait donné l'ordre de rompre le lien. L'argument qui est avancé, par ailleurs, est que sur ce radeau, il y a essentiellement des soldats du bataillon du Sénégal dont on n'est pas très sûr. Beaucoup sont originaires des Antilles. Il y a, comme vous l'avez rappelé, des bagnards. On craint finalement un mouvement presque insurrectionnel. Et c'est donc au nom d'une sorte de contre-révolution pour lutter contre ces éléments qui pourraient déstabiliser l'ensemble du convoi que on va rompre ce lien, alors que la promesse avait été faite aux soldats, enfin tous ceux qui ont embarqué sur le radeau, de les convoyer au moins jusqu'au rivage. Et sur les 150 personnes entassées sur le radeau de la Méduse, seules 15 seront retrouvées vivantes 13 jours après le naufrage. Vous avez, vous, identifié les victimes et qui sont-elles ? Comment est-ce qu'on a décidé qu'elles iraient sur le radeau et non les chaloupes ? On nous ordonnait d'aller là ou il y avait des volontaires ? Alors, il y a eu un classement qui a été fait et en fait, la plupart des marins se sont retrouvés sur les canaux, notamment les canaux les plus stables. Et on retrouve sur le radeau, alors quelques marins, on ne sait pas pourquoi, ils se sont retrouvés. Il y a eu un peu de pagaille, il faut dire, au moment de l'embarquement. Donc il y a une quinzaine de marins, mais il y a surtout 120 soldats du bataillon du Sénégal, dont une dizaine de sous-officiers. Ce sont les principales victimes du radeau, parce que ce sont eux qui vont périr pour l'essentiel. Il y a quelques civils aussi, dont Coréard, ingénieur géographe, qui fait partie de ce petit groupe de colons qui sont censés aller réorganiser la colonie du Sénégal. Il y en a un aussi qui est intéressant, qui s'appelle Touche-la-Villette, qui est un ancien de la garde impériale et qui s'est reconverti comme charpentier après 1814 et qui va contribuer à l'édification du radeau. Et puis ensuite, c'est lui qui va conseiller Géricault, puisqu'il va faire un radeau en miniature dont Géricault va s'inspirer pour son tableau. Un mot sur les naufragés à bord des chaloupes. Jacques-Olivier Boudon, alors que le radeau entame sa dérive, que deviennent les autres naufragés ? Vous parlez des naufragés du désert ?
Oui, parce qu'il y a 5 canaux qui vont partir en direction de la côte, qui n'est pas très éloignée. Il y a une chaloupe qui est très grande, mais en très mauvais état, qui va débarquer à peu près une soixantaine d'hommes à 500 km de Saint-Louis, et ces hommes vont ensuite parcourir toute cette distance. D'autres sont sur des canaux qui vont débarquer un peu plus loin, autour de 250 km avant Saint-Louis. Et puis, il y a les 2 principaux canaux, le canot du commandant, où il y a du roi de Chaumareix, et le grand canot qui est occupé par le colonel Schmaltz, donc le gouverneur du Sénégal, qui eux arrivent 48 heures après à Saint-Louis et ne feront rien pour aller récupérer, sauf s'ils ont envoyé quand même une mission pour récupérer ces naufragés du désert, mais ils ne font rien pour aller secourir les naufragés du radeau. Chaumareix, lui, arrive donc sain et sauf à Saint-Louis. À aucun moment où il envoie des secours pour les naufragés, où il essaye de récupérer ce qu'il y avait sur la Méduse ? Alors, il a envoyé en effet le brick l'Argus pour récupérer l'argent qui avait été laissé sur la Méduse, et puis un certain nombre de matériel aussi, parce qu'on est parti sans embarquer tout ce qui pouvait s'y trouver. En revanche, ce qui est frappant, c'est qu'il envoie un rapport à ce moment-là, fin juillet 1816, il envoie un rapport au ministre de la Marine, dans lequel il explique que finalement, les pertes côté marin n'ont pas été énormes, une dizaine d'hommes, alors qu'il y a quand même eu 140 victimes sur le radeau, un peu plus même, et donc il est assez satisfait de lui-même, et il considère qu'il n'a pas commis d'erreur. Évidemment, il va déchanter lorsque, revenu en France, on va le convoquer devant un conseil de guerre à Rochefort et donc le condamner à 3 ans de prison. Jacques-Olivier Boudon, peu de temps après le naufrage, le compte-rendu de l'un des rescapés du radeau, Savigny, est publié dans le journal des débats. Et on découvre que les naufragés ont transgressé un tabou en consommant de la chair humaine. C'est un choc pour l'opinion, ou est-ce que les gens comprennent très bien qu'ils n'avaient pas le choix ? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'en effet, c'est un choc pour l'opinion, évidemment, parce que consommer de la chair humaine, c'est toujours considéré comme une transgression d'un tabou qui remonte à la nuit des temps, même si on sait qu'au moment des guerres napoléoniennes, par exemple, que ce soit lors de la campagne de Russie ou pendant la guerre d'Espagne ou en Italie, il y a eu de consommation de chair humaine, parce que quand on n'a rien à manger, c'est le dernier recours auquel on va faire appel. C'est un tabou, mais ça n'est pas un crime. C'est-à-dire, dans le code pénal qui est très récent, de 1810, rien n'est prévu concernant la consommation de chair humaine. Et donc, c'est d'une certaine manière toléré, comme ça l'était d'ailleurs dans les temps anciens, y compris par l'Église, parce que c'est finalement le moyen de survivre. Et donc, les auteurs de ce cannibalisme, l'anthropophagie, ne sont pas jugés, évidemment pas condamnés, alors que plusieurs d'entre eux, Savigny d'abord, mais aussi Coréard, et puis d'autres, Griffon de Plaineville par exemple, qui était le secrétaire du gouverneur du Sénégal, ont avoué avoir consommé de la chair humaine, mais rien ne leur sera reproché. En revanche, on reproche beaucoup au capitaine de la frégate, Chaumareix. Lors de son procès, comment se défend-il ? Lors du procès, on ne fait absolument pas état du radeau, comme si le radeau n'existait pas. Ce qu'on lui reproche, c'est essentiellement d'avoir abandonné son navire, de ne pas l'avoir abandonné le dernier, donc d'être parti beaucoup plus tôt, et puis d'avoir fait cette erreur de navigation qui était contraire aux consignes qu'il avait reçues du ministère de la Marine. Lui se défend en expliquant qu'il est victime d'un complot. Il reste complètement imprégné de cette pensée contre-révolutionnaire, et toute sa démonstration, toute sa défense consistera à dire qu'il est finalement la victime de la Révolution, qu'il est un royaliste ultra défendant le roi. Alors, le roi qui, lorsque du roi de Chaumareix demandera sa grâce, ne lui accordera pas, parce que le roi Louis XVIII est très mécontent de ce qui s'est passé et du scandale qui est né de cette affaire. Oui, parce qu'on peut dire d'une certaine manière que ce procès est en quelque sorte le procès de la Restauration qui est tout juste installé. D'autant plus que lorsque l'affaire se déroule, la Chambre, comme on appelle ultra, des royalistes, plus royalistes que le roi, a été dissoute sous l'impulsion notamment de Decazes, et ceux qui sont mis en cause, notamment le ministre de la Marine, sont des ultras. Donc on est aussi dans ce débat entre libéraux qui vont gagner les élections et ultra, et le procès se déroule dans ce contexte, les années 1816, 1819 ou 1820 même, étant marquées par le retour
en grâce des libéraux, qui d'ailleurs, et c'est aussi intéressant, vont lancer une souscription pour fournir des fonds aux naufragés de la Méduse, notamment coréards, qui donc vont recevoir quelques subsides alors qu'ils ont été totalement oubliés par le régime de la Restauration. Savigny, qui était officier de santé, est viré de la marine et donc ils vont devoir se débrouiller. Coréard ne récupère pas son poste d'ingénieur géographe, il va devenir libraire. D'ailleurs, il va publier un certain nombre d'ouvrages consacrés à Napoléon et à et aux mémoires de Sainte-Hélène. Donc c'est un personnage très très intéressant, mais totalement oublié par la Restauration. Un mot sur l'objectif initial de l'expédition qui était 2 comptoirs commerciaux au Sénégal. Objectif quelque peu contrarié, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé sur place après le naufrage ? Alors les rescapés, bien sûr, vont tenter de s'emparer de ces comptoirs, que les Anglais ne cèdent pas aussi vite que cela a été prévu. Donc ils vont s'installer dans un camp qui va d'ailleurs être un mouroir. Une centaine de soldats meurent de la fièvre jaune. Les marins, eux, sont sains et saufs parce qu'ils sont restés sur les navires. On va renvoyer d'autres soldats avec d'autres navires par la suite. Et progressivement, la colonie va s'implanter à Saint-Louis donc, et sur l'île de Gorée. Mais, et c'est aussi pour cela que la toile de Géricault est intéressante, le colonel Schmaltz va être impliqué dans la poursuite de la traite des Noirs qui était interdite depuis 1815 et il sera renvoyé dans un autre poste. Et donc ensuite, la colonie du Sénégal va reprendre sa vie, son cours normal. Géricault, en réalisant sa célèbre toile, a fait du tableau de la Méduse un mythe, c'est ce que vous écrivez. Est-ce que, selon vous, le mythe perdure aujourd'hui ? Le mythe perdure parce que c'est une toile qui est extrêmement forte, en particulier par le message social auquel elle renvoie. Vous avez évoqué la question de l'esclavage. Il y avait en effet parmi les rescapés, parmi les 15 rescapés, il y avait un homme de couleur. En fait, ils étaient 15 sur le navire. J'ai réussi à les identifier. Et c'est un véritable message qu'au-delà de la question de l'esclavage, Géricault veut faire passer sur, on pourrait dire, le rapport de classe. Il est très étonnant que le charpentier Touche la Villette, qu'il a rencontré, qu'il a interrogé, soit dépeint par Géricault sous la forme d'un homme de couleur, alors qu'il était originaire de Chartres, fils d'un bourgeois de Chartres, mais c'est un message que veut nous adresser Géricault pour dire que finalement, la question sociale est une question essentielle en ce début des années 1820. Pour terminer, Jacques-Olivier Boudon, l'épave de la Méduse a-t-elle été retrouvée ? Il y a eu une mission, il y a une quarantaine d'années, au début des années 1980, qui a permis en effet de retrouver l'épave de la Méduse. Et d'ailleurs, un certain nombre d'ouvrages, de reportages ont été effectués après cette découverte. On la laisse sous l'eau au large de la Mauritanie. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jacques-Olivier Boudon de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du naufrage de la Méduse qui a inspiré le célèbre tableau de Géricault. Je rappelle que votre livre, Les naufragés de la Méduse, est disponible dans la collection Texto des éditions Talendier. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit: Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.